Excusez-nous, petit souci technique. Donc on accueille Alexis Martin qui va nous parler de l'OSINT. À toi Alexis. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, Alexis Martins, étudiant en cybersécurité en dernière année, ici même à Lyon. Et je suis également membre fondateur de la plateforme osint.eu, que je vous expliquerai par la suite. Et vous pouvez également me retrouver sur des événements ou sur d'autres communautés sous le pseudonyme de Silverbike, avec cette jeune photo de profil de mignon en habit de Sherlock Holmes, que j'aime beaucoup. La conférence va s'articuler autour donc de l'OSINT. Donc je vais commencer par vous définir ce que c'est. Une autre partie sera sur la réglementation. Donc c'est une partie souvent omise par les pratiquants de l'OSINT, mais il va être important de rappeler un petit peu ce que c'est et les risques encourus. Nous parlerons ensuite des principales disciplines des sous-familles de l'OSINT. Et puis nous parlerons également de l'application concrète de l'OSINT dans les différents corps de métier, avec une belle démonstration, et je terminerai par une présentation de la plateforme osint.eu. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'OSINT? Alors, l'OSINT, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence, ou en français ROSO, pour renseignement d'origine source ouverte. Donc, derrière ces acronymes-là se cache un ensemble de méthodologies et de techniques dans le but d'identifier, de collecter et de traiter de l'information via des sources ouvertes, accessibles au public et légales. Donc ça peut être tout site web, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des blogs, ça peut être tout et n'importe quoi, dans un but de renseignement, donc de répondre à une question spécifique et de prendre des décisions. Dans le monde du travail, l'OSINT est souvent relié à ce qu'on appelle la due diligence. Donc la due diligence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se renseigner sur une personne, une personne physique ou morale, avant de signer un contrat. Typiquement, si vous créez une société aujourd'hui et que dans 5 ans, un investisseur aimerait investir dans votre société, vous allez au préalable vous renseigner sur cette personne-là, vérifier ses antécédents, si elle a déjà investi dans d'autres sociétés. C'est ce que l'on va appeler l'OSINT et la due diligence. Donc, qu'est-ce que l'OSINT et qu'est-ce que n'est pas l'OSINT? Alors, l'OSINT, comme je vous l'ai expliqué, c'est un ensemble de méthodologies. Sans méthodologie, il est très difficile de pouvoir faire de l'OSINT. En fonction de la réponse et de la question auquel vous voulez répondre, vous n'allez pas utiliser la même méthodologie. Si je prends 2 exemples, si vous voulez géolocaliser une image, vous n'allez pas avoir la même méthodologie que si vous recherchez une personne disparue. Dans le cas d'une image, vous allez essayer de visualiser, de récupérer de l'information visuelle, donc ça peut être des bâtiments, ça peut être de la végétation, ça peut être tout et n'importe quoi, afin de pouvoir localiser l'endroit. Dans le cas d'une personne disparue, en fonction de ce que vous allez aller voir, que ce soit une photo ou son identité, vous allez avoir un cheminement bien différent, et nous en reparlerons plus tard. En OSINT, nous avons également de nombreux outils. Quand je dis que nous avons beaucoup d'outils, c'est, je pense qu'il en existe 1 millier, voire même plus. Donc il faut se dire que peu importe ce que vous allez chercher, il y a de fortes chances qu'il existe un outil pour répondre à vos besoins. L'OSINT, il y a une très grande communauté. Chacun peut créer n'importe quel outil. Vous connaissez bien GitHub, la majorité se situe sur cette plateforme-là. Et chacun venant d'orientations différentes, évidemment, nous avons des outils pour répondre à toute demande. Il y a également énormément de sources, donc publiques et légales. On en a parlé, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour nous qui faisons de l'OSINT. 80% des personnes racontent leur vie littéralement sur les réseaux sociaux, sur des blogs perso, sur des sites web, sur des forums. Donc il y a beaucoup de main-d'œuvre de ce côté-là. Qu'est-ce que n'est pas l'OSINT? Aujourd'hui, l'OSINT n'est pas un métier. L'OSINT est utilisé dans énormément de corps de métier, mais n'est pas un métier à part entière. Ce n'est pas non plus une baguette magique. On a parlé des différents outils, on a parlé de méthodologie, mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'utiliser un outil, de lui mettre en entrée et de récupérer ce qui est en sortie pour dire que l'on a fait de l'OSINT. Il y a énormément d'analyse, de collecte et de traitement à faire.
L'OSINT n'est pas non plus du hacking. Le hacking, je pense que vous savez ce que c'est. C'est typiquement si vous allez vouloir récupérer une information présente dans une base de données privée d'une société, d'un site web ou d'une application. D'une part, c'est pas légal, et de deux, ce n'est pas de l'OSINT. L'OSINT n'est pas non plus du social engineering. Alors le social engineering, ce que ça va être, c'est d'avoir de l'interaction avec notre cible. En OSINT, on évite justement cette interaction pour rester sous les radars. L'objectif, c'est de faire nos recherches sans être vus. Donc vous doutez bien que si on se met à parler avec la cible, on peut facilement se faire griller. Un peu d'histoire sur cette discipline-là. Alors d'après les spécialistes en OSINT, la première apparition de cette discipline-là reviendrait à le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, donc c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. On peut voir l'avance qu'avaient les Chinois dans la matière et l'âge que peut avoir cette discipline-là. Plus récemment, on a eu durant la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est plutôt l'apparition même de l'acronyme OSINT, de l'écoute radio. Donc c'est souvent les Américains qui écoutaient et récupéraient l'information des radios allemandes, la traduisaient et pouvaient ainsi récolter de l'information, l'analyser et mettre en place une nouvelle stratégie. Encore plus récemment, en 2001, il y a eu l'attentat des tours jumelles aux États-Unis, donc en 2001, qui a montré que l'OSINT pourrait être intéressant puisque ça pourrait potentiellement éviter ce genre de drame. 4 ans plus tard, l'Open Source Center aux États-Unis est créé, justement pour essayer de pallier à ce manque qu'on avait avant. En 2014, il y a un collectif, Bellingcat, qui est aujourd'hui le collectif le plus connu en OSINT, qui a fait un énorme travail sur le vol MH17 de Malaysia Airlines. Donc c'est un avion qui s'est fait attaquer entre l'Ukraine et la Russie en 2014 et qui s'est crashé. Aucun survivant, et les 2 camps se renvoyaient la balle pour savoir qui était l'auteur de ce crime-là. Après de nombreuses recherches, il s'est avéré que c'était les Russes qui ont lancé un missile sur cet avion-là depuis le territoire ukrainien. En 2016, ils se sont aussi démontrés sur l'analyse OSINT de Daesh. Donc ils ont fait d'énormes travaux là-dessus. On peut voir quelques screens, donc c'est un peu petit peut-être pour vous, mais on peut voir qu'ils ont fait notamment de l'analyse d'images pour essayer de localiser où étaient les personnes de Daesh. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est pas la partie la plus connue de l'OSINT, mais elle est quand même primordiale. C'est ce que l'on va appeler les rappels réglementaires. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, donc forcément il y a de la réglementation à respecter. Je vais citer 2 articles qu'on voit le plus en OSINT. Ça va être l'article 323 du code pénal, donc tout ce qui est l'obtention d'informations de manière illégale. Si vous allez sur un site web, si vous faites du pentest, on rentre dans l'illégalité. Vous n'avez pas le droit de tester, de pentester, de hacker, de faire de la red team dans le cadre d'un contrat OSINT. Le second article va être le 223 du code pénal. Ça va être ce qu'on appelle le doxing. Donc le doxing, c'est le fait de révéler des informations sur la vie privée d'une personne dans le but de nuire. Chercher votre ex sur les réseaux sociaux et donner des informations personnelles sur sa vie privée, ce n'est pas de l'OSINT et c'est illégal. Avec les différentes communautés OSINT françaises, nous avons rédigé un livre blanc donc, que vous voyez à l'image, qui est sorti en octobre dernier, qui justement aide quiconque à comprendre un petit peu la réglementation autour de cette discipline-là. L'idée étant de faciliter à cette compréhension. Si vous avez une quelconque question justement légale, en lisant ce livre blanc, vous devriez pouvoir avoir votre réponse. Un point d'intention sur ce qu'on appelle les Google Docs. Je ne doute pas que vous connaissez, mais on va quand même rappeler les règles. Donc Google Docs, c'est tout simplement des opérations pour faire des recherches avancées sur Google. Il est possible de faire des recherches par mots-clés ou par type de document.
et on dérive vite sur la recherche de PDF avec le titre confidentiel. C'est facilement faisable, même trop. On a même pas mal de résultats sur Google. Cela dit, il va falloir faire attention à ce que vous en faites. À partir du moment où vous y accédez, à partir du moment où vous allez les télécharger, vous passez de l'autre côté et vous êtes dans l'illégalité complète. Donc les dorks sont légaux, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il va falloir faire attention à ce que vous en faites. Un autre point d'intention sur ce que l'on appelle les data leaks, donc ce sont les fuites de données ou les données illégales que l'on peut retrouver aussi facilement sur Google et sur le dark web. Donc c'est un peu pareil, c'est ce que l'on appelle du recel en France. Donc vous n'avez absolument pas le droit de télécharger, visionner et utiliser des fuites de données. Donc effectivement, ça ne fait absolument pas partie de cette discipline de l'OSINT. Je vais maintenant vous parler des principales disciplines de l'OSINT. Donc il en existe des dizaines. On va essayer de faire assez court en vous en présentant 5. Donc c'est les 5 plus grosses que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Et elles travaillent souvent par pair. C'est pour ça que j'en ai regroupé quelques-unes entre elles. À savoir que même si elles ont des noms et que ce sont des sous-catégories, elles sont souvent amenées à travailler tout ensemble. Donc, nous avons par exemple l'IMINT et la GWINT. Donc, l'IMINT pour renseignement d'origine image et GWINT pour le renseignement géospatial. Donc, ça va être tout ce qui est à partir d'images, ce soit prise par smartphone que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, ça peut être du satellite, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous allez tenter de récupérer de l'information à partir de ces images-là. Donc, ça peut être les localiser, notamment avec le GWINT, ou simplement récupérer de l'information visuelle sur l'image avec l'IMINT. J'ai rajouté quelques captures d'écran sur la gauche. Donc de haut en bas, nous avons l'outil PeakFinder. PeakFinder qui est très utilisé pour faire justement de la GeoInt. À partir d'un point précis, il est capable d'avoir le relief en 360 degrés et donc pouvoir déterminer où est-ce que nous sommes, quelles sont les montagnes en face de nous, derrière nous, savoir à quelle altitude on peut être, ce qui peut être très intéressant lors d'une recherche. En dessous, c'est l'outil SunCalc. Alors SunCalc, ça marche un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre un point d'entrée, un point précis, et puis, grâce à une certaine orientation, il va pouvoir nous définir, grâce aux ombres, à quelle heure a été prise la photo. Si vous voyez une photo avec un lampadaire en pleine journée avec un beau soleil, vous allez pouvoir voir l'ombre du lampadaire. Avec cet outil, si vous savez exactement où ça a été pris, vous allez pouvoir déterminer l'heure à laquelle la photo a été prise. Ça peut être très intéressant si vous avez une certaine chronologie dans votre enquête et dans votre rapport. PMISE, le dernier outil que l'on présente ici, ça va être de la reconnaissance faciale. Il va prendre des calculs d'une photo, la distance entre les yeux, la bouche, le nez, et récupérer dans sa base de données des photos de personnes qui correspondent le plus à celles qu'on lui a données. Nous avons ensuite le SIGINT pour le renseignement d'origine électromagnétique. Donc ça va être tout ce qui est ondes électromagnétiques, ça peut être tout ce qui vient des radars, tout ce qui peut provenir de n'importe quel signal, donc de la télécommunication jusqu'à tout ce que vous voulez. Et le MASINT qui va être, donc c'est le renseignement d'origine, donc ça va être tout ce qui est signature et mesure. Donc tout ce qui est également des radars, déterminer à partir de quel appareil une onde a été émise, etc. Par exemple, en haut à droite, sur les captures, vous avez un premier outil qui est Flight Radar. Flight Radar permet de visualiser tous les déplacements d'avions dans l'air sur le globe entier. Vous pouvez donc voir tout ça en direct, avoir différentes informations sur chaque avion qui vole, avoir son altitude, sa vitesse, avoir des photos, avoir son immatriculation, savoir où est-ce qu'il va, d'où il vient, etc. La seconde image, je ne me rappelle plus forcément du nom de l'outil, c'est Fire quelque chose. C'est ce qui va permettre de faire ressortir toutes les sources de chaleur sur le globe. Donc, par exemple, ici, sur la capture, on est au-dessus de l'Ukraine. Actuellement, on sait tout ce qui s'y passe. Et la source de chaleur provient justement des combats qu'il peut y avoir entre les Russes et les Ukrainiens. On peut aussi visualiser en Afrique, en Amérique du Sud, les nombreux feux qu'il y ont.
et c'est dramatique parce qu'on voit que le continent entier est en rouge. La dernière discipline, ça va être le SOCMINT, donc ça va être le renseignement sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est une grande mine d'or, comme on l'a dit précédemment. On retrouve de tout sur tous les réseaux et ça va nous permettre d'avoir de nombreux pivots. Donc ce qu'on appelle des pivots, c'est le fait de trouver une information et de pouvoir rechercher de nouvelles informations à partir de celles que l'on a pu découvrir. Donc typiquement ici, sur les captures en bas, nous allons récupérer à partir d'une adresse mail, retomber sur son compte Google et à partir de son compte Google, pouvoir récupérer ses photos et ses commentaires. Ça pourrait nous servir pour savoir s'il a des habitudes, si on se rend compte que tous les mardis midi, il va dans un restaurant et qu'il les note. On peut avoir ses déplacements, s'il part en vacances, qu'il prend des photos, qu'il les met sur Google. On va pouvoir les récupérer, savoir ce qu'il aime, savoir où est-ce qu'il était la vacance dernière, où est-ce qu'il sera potentiellement les vacances prochaines, etc. Donc il existe plein de sous-parties dont je ne vous ai pas encore parlé, parce que il faudrait 3 heures de conférence. Mais il faut savoir que pour une enquête au SINT, il arrive souvent que toutes communiquent entre elles. Nous allons maintenant parler des applications concrètes de cette discipline-là au cœur des différents métiers. En tant que particulier, je suis sûr que vous avez tous reçu des messages de personnes que vous ne connaissez pas, qui vous proposent d'avoir un salaire à 200 000 par mois. L'OSINT peut vous aider justement à aller rechercher de l'information sur cette personne-là, savoir s'il s'agit d'une arnaque. Vous avez aussi reçu ou vu des demandes de personnes, ici sur la capture d'écran, une femme sérieuse qui cherche à garder votre enfant. Je pense qu'ici, personne ne donnerait son enfant à n'importe qui. Faire des recherches au SINT vous permettrait d'avoir les antécédents de la personne. Si cette dernière-là a eu des problèmes avec la justice pour violence, je suis quasiment sûr que personne ne lui confiera son enfant. De la même façon, si vous avez des travaux à faire chez vous, dans votre jardin, et que vous ne savez pas qui choisir, quel prestataire prendre, eh ben, vous allez pouvoir les départager justement en faisant de l'OSINT, vérifier ce qu'ils ont pu faire précédemment, les avis qui sont laissés sur les entreprises. S'il y en a un qui fait un travail sur deux à moitié, eh ben, vous allez sûrement pencher pour le suivant. Ces recherches-là peuvent aussi vous permettre de faire des recherches et d'éviter d'être pris par du phishing. Aujourd'hui, il existe des méthodes pour remonter jusqu'à la source d'un email, vérifier que cet email-là est légitime. C'est tout un tas de méthodologies qui peuvent être apprises facilement et qui sont également très facilement qu'on peut mettre en place très facilement. De la même façon, pour un attaquant qui ferait de l'OSINT, il est assez facile de récupérer de l'information sur chacun d'entre nous et les utiliser pour construire un mail de phishing très approfondi pour que l'on clique sur le lien qu'il aurait donné. Une deuxième application, donc c'est dans le domaine militaire, forcément l'OSINT est utilisé, notamment contre la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Donc sur les screens de gauche à droite, on va avoir notamment Google Lens qui est énormément utilisé. Si on travaille sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on ne parle pas forcément l'ukrainien et le russe. Donc avoir un outil de traduction tel que Google Lens, même si la qualité n'est pas forcément optimale, peut nous permettre de comprendre un contexte et de faire une analyse par derrière. De la même façon, on peut faire ce qu'on a vu la GeoInt sur des photos de soldats, d'armées, comprendre où ils sont, donc comprendre le déplacement de troupes, comprendre avec qui ils étaient, combien ils sont, quels engins ils ont, pour mettre en place une riposte ou une défense. Ça a été servi également pour la lutte contre le terrorisme, savoir où était telle cible, avec qui, qu'est-ce qu'elle faisait, quel était son prochain plan. On a vu tout à l'heure Bellingcat, ils ont énormément travaillé sur les terroristes. On a également Europol et Interpol qui ont mis en place donc des listes rouges et des listes jaunes. Donc c'est la capture d'écran en bas à droite. Les listes rouges étant des criminels recherchés et les listes jaunes des personnes qui ont disparu.
Aujourd'hui, ces listes-là sont publiques puisque ce sont ce que l'on appelle des cold cases, donc c'est des cas qui n'ont pas été résolus par les autorités et donc n'importe qui peut faire des recherches sur ces personnes-là et fournir les éléments aux entités respectives. En haut à droite, nous avons le Stop Child Abuse. Donc ça, c'est fait par Europol également. Donc c'est sur tout ce qui est pédocriminalité. Donc évidemment, on n'a pas les images pour faire nos recherches, mais simplement un objet qui a fait partie de la scène. Et en faisant des recherches au SINT, il est possible de récupérer assez d'informations sur ces objets-là pour remonter jusqu'au criminel. Cette discipline au SINT est donc très utilisée également dans le journalisme, dans le fact-checking et les tendances. Sur la capture à gauche, on peut voir le New York Times en 2021 dénoncer la mort de plusieurs enfants. Et puis en faisant quelques recherches sur ces enfants-là, on remarque qu'une certaine fille serait morte 4 ans plus tôt. Serait-elle morte 2 fois en 4 ans? On n'a pas la réponse. En haut à droite, on a une photo d'un pont détruit. L'idée étant ici de savoir de quel pont il s'agit. Ça rejoint limite ce qu'on avait tout à l'heure avec l'analyse de l'image. Ici, on peut voir des panneaux publicitaires. On voit une ville en fond. Et donc, ces éléments-là vont nous permettre de faire du GWint, de rassembler un petit peu les preuves qu'on a pu voir et déterminer où est-ce que nous sommes, dans quel pays nous sommes, avec le paysage. Et donc trouver sur quel pont nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Qui était là les 2 derniers jours? Etc. Les tendances sont aussi très utilisées par les journalistes. Qu'est-ce qui se dit sur internet? Qu'est-ce qui est recherché pour faire un prochain article? On a également ce que l'on appelle de la recherche de personnes clés. Dans une entreprise, des personnes ont accès à des documents, assez confidentiels et il ne faudrait pas que ces affaires fuitent. Donc nous sommes capables de faire de l'analyse et du renseignement sur ces personnes-là, comprendre leur hygiène numérique et savoir ce qui est critique et qu'il faudrait corriger. Sur le diagramme à droite, donc, on peut voir donc différentes personnes avec des branches allant de rouge jusqu'à vert. Rouge étant des données très critiques qu'il faudrait enlever d'internet, puisque ça pourrait servir à un attaquant ou du moins une personne malveillante pour atteindre la cible, ses proches, sa famille, son entreprise. Il est facile ici sur la gauche d'utiliser des sites tels que Glidden, tels que Mythic, tels que n'importe quel site pour retrouver des informations assez personnelles d'une personne. Son âge, ses prénoms, où est-ce qu'elle habite, etc. Le recrutement utilise aussi l'OSINT. Il faut savoir que tout ce que vous mettez sur internet ne disparaîtra jamais. Typiquement, savoir que vous faites la fête tous les jeudis soirs à en vomir parce que vous avez trop bu, je pense que ça n'intéresse personne et qu'il vaudrait mieux ne pas le mettre sur internet. Vous voir en train de faire un signe, nazi, non plus. Donc il faut bien comprendre qu'il faudrait réfléchir avant de mettre quelque chose sur vous, sur internet, puisqu'on va pouvoir remonter jusqu'à vous et connaître vos actes. C'est aussi également utilisé en cybersécurité et en red team. Il existe des outils, à partir d'une IP, récupérer de l'information sur la page, sur le service qui est derrière, avoir les ports ouverts, avoir les certificats, savoir quels outils, quelles technologies tournent derrière, sans même avoir une interaction directe avec la cible. LinkedIn est un super outil. Tout le monde raconte un petit peu ce qu'il fait au travail. J'utilise PHP, j'utilise n'importe quelle technologie. Que ce soit les développeurs ou les personnes de l'infrastructure, rien qu'en regardant LinkedIn d'une société, on va pouvoir savoir plus ou moins à quoi s'attendre si on est des acteurs malveillants. De la même façon, avec Google Maps ou d'autres outils comme Yandex Maps, qui est l'équivalent russe, on va pouvoir regarder plus ou moins les bâtiments de notre cible, voir s'il y a des fenêtres ouvertes, si on peut voir des salles serveurs de par la fenêtre, ce qui peut nous permettre de savoir comment attaquer.
L'OSINT est également utilisé contre la fraude aux assurances, aux contrefaçons. Il faut savoir qu'à partir d'une plaque d'immatriculation, on peut retomber sur la marque de la voiture, sa puissance, sa date de mise en circulation et tout d'un autre tas de données qui peuvent vous permettre aujourd'hui facilement de savoir si la voiture est une contrefaçon ou pas, ou a été volée. De la même façon que les contrefaçons, aujourd'hui, il existe assez d'outils, assez de référentiels pour pouvoir déterminer si un élément est une contrefaçon ou non. On a également de la fraude fiscale et du blanchiment. C'est ce que l'on va appeler du FinInt, donc c'est le renseignement financier. Si notre cible gagne 2 000 € net par mois et qu'elle circule en voiture de luxe et achète 3 villas à Dubaï par mois, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas net derrière et en faisant des recherches plus approfondies, on peut tomber potentiellement sur, des entités derrière et remonter petit à petit jusqu'à la source. Et puis petit à petit, on va se rendre compte que l'OSINT est vraiment utilisé dans tous les corps de métier. Peu importe ce que vous faites, il vous est arrivé d'utiliser de l'OSINT sans même le savoir et que malgré votre corps de métier, même si ce que vous recherchez, en tout cas la conclusion que vous attendez n'est pas la même, vous allez utiliser des méthodologies qui sont différentes, des outils différents, mais qu'en communiquant, qu'en apprenant à bien utiliser ces outils, à peaufiner votre méthodologie, vous allez avoir un gain de temps, vous allez protéger votre famille, vous allez vous protéger vous-même et surtout, vous allez réfléchir avant de poster tout et n'importe quoi sur internet. Hop, petite pause boisson. Hop. Nous allons donc passer maintenant sur une démonstration à partir d'une simple image. Dans la salle, si vous pouvez lever la main, qui d'entre vous poste régulièrement des photos de ses vacances sur internet? OK. Donc ici, on va partir d'une simple image, une simple vidéo d'une demi-seconde. Et l'objectif, ça va être de récupérer un maximum d'informations simplement à partir de cette mini vidéo. La première étape, ça va être d'identifier le lieu. De quoi on parle? À première vue, il s'agirait d'une cascade. Qu'est-ce que Google Lens, qui est l'outil de reconnaissance Google, va pouvoir nous apporter? Eh ben, il va essayer de confronter des différentes images et de nous donner les résultats qui matcheraient le plus. Ici, on tombe facilement sur les chutes Victoria. Twitter, qui est un outil incroyable, va grandement nous aider dans cette enquête-là, en récupérant la longitude et la latitude de ces chutes Victoria. On va pouvoir, via une requête un peu plus complexe que d'habitude, sur Twitter, récupérer tous les tweets qui ont été réalisés autour du point fixé à un certain périmètre. Donc pour faire ça sur Twitter, c'est assez simple. Vous mettez géocode 2 points, longitude, virgule, latitude, virgule, 1 km, 2 km, 10 km, ce que vous voulez, et vous obtenez tous les tweets ayant été réalisés dans cette action-là, dans ce rayon d'action. Ici, on retombe directement sur une vidéo de 15 secondes d'une personnalité publique, que l'on cachera on cachera les informations de cette personne-là. Et donc, on peut se dire, on a trouvé l'origine de cette vidéo. On parlait de méthodologie tout à l'heure. Ici, on en a une belle preuve, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier donc cette personne-là grâce aux réseaux sociaux. On a pu prouver, récupérer l'information de la vidéo comme quoi c'était bien l'original et grâce à Twitter, récupérer son pseudo. Avec un pseudo, on peut pivoter, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, sur d'autres sites. Il existe un outil qui s'appelle What's My Name, donc c'est sur l'étape 3. À partir d'un username, d'un pseudo, il va pouvoir aller requêter jusqu'à 600 sites pour savoir si votre pseudo est utilisé sur d'autres applications. Ici, en récupérant le pseudo de madame, on retombe sur son profil Instagram. Ici aussi, on va pouvoir confirmer les informations que l'on avait récoltées précédemment. On retrouve, le même jour, une photo de cette dame-là, justement, aux chutes Victoria.
Et malheureusement, son hygiène numérique, elle a fait une petite erreur. C'est-à-dire qu'elle a été tellement contente de réussir son diplôme qu'elle a voulu le partager à tous ses abonnés et donc elle l'a mis sur Instagram, où elle est suivie par plus de 33 000 personnes, où on voit son identité réelle, qu'elle cachait jusqu'à présent. En utilisant justement cette nouvelle information, on va pouvoir pivoter sur son Facebook perso. Ce qui veut dire qu'elle a beaucoup moins d'abonnés. Typiquement, si on recherche de l'information sur sa famille, c'est beaucoup plus simple de traiter 100 personnes que 33 000. Cela nous permet également de récupérer de nouvelles informations qu'elle ne poste pas forcément en public. Très bien. Yes. Ah. Je fais ça. On va recommencer. Non. On a eu un petit souci technique. Yes. Non, On est bon. on n'a aucun souci. Où est-ce qu'on en était? Tac, tac, tac. Yes. Donc je disais, sur son profil perso, on a pu récupérer de nouvelles informations qui vont nous permettre ici aussi de pivoter sur de nouvelles informations. Ici, encore une fois, sur son Instagram ou sur son Facebook, on va pouvoir retomber sur des photos récurrentes chaque année sur une même date, d'une photo de cette dame avec un joli gâteau, ce qui nous permet de savoir et de déterminer sa date de naissance. En faisant une recherche avec son nom, sa date de naissance et d'autres informations qu'on aurait pu récolter précédemment, on arrive ici sur une page de généalogie. La généalogie, c'est super puisque ça va nous permettre de récupérer des informations sur ses parents, sur ses grands-parents, sur ses cousins, sur ses frères et sœurs, et même d'en apprendre un peu plus sur elle, savoir potentiellement où est-ce qu'elle est née, chose qu'on n'avait pas forcément avant, et surtout de confirmer sa date de naissance. Et puis on apprend en fait qu'elle vient elle habite et qu'elle est née aux États-Unis. Et il faut savoir que les États-Unis, ils font pas aussi attention que nous sur les données personnelles. Pour accéder à ces sites-là, il faut par contre avoir une IP américaine et donc utiliser un VPN. Et puis on arrive sur le saint graal, des données publiques, personnelles de notre cible. Donc on va avoir son âge, sa date de naissance, on va également avoir son adresse, l'historique de ses domiciliations, on va avoir ses téléphones pro, perso, on va avoir ses adresses, pareil, perso, pro. Ce qui va nous permettre aussi, encore une fois, d'aller requêter sur Google, que ce soit à partir de son adresse mail ou de son numéro de téléphone. Encore une fois, on va pouvoir récolter ses déplacements, ses avis, ses photos, potentiellement retrouver des corrélations entre les différents réseaux. Ici, on apprend le nom de ton dentiste. Ça peut être anecdotique, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut nous servir grandement. Et donc, arrive le moment où on se demande tout ce qu'on a pu retrouver à partir d'une simple vidéo d'1 seconde. Et ben, on a trouvé l'identité réelle de la personne ayant pris cette photo. On a eu sa date de naissance, son adresse de domiciliation, le nom de ses voisins. On a eu son numéro de téléphone, ses emails personnels, professionnels, et tout un autre tas de données qui pourraient fortement bénéficier à un acteur malveillant, que ce soit pour du phishing, que ce soit pour du braquage, si elle a mis des photos de chez elle avec des éléments importants. On peut aussi appeler ses voisins pour savoir quand est-ce qu'elle est là, quand est-ce qu'elle n'est pas là, suivre ses déplacements et tout un tas d'autres choses. Je vais maintenant vous parler de la plateforme OSINT.eu, qui est donc une plateforme d'apprentissage justement à la discipline de l'OSINT, que l'on a mis en place en octobre dernier. Vous pourrez retrouver de nombreuses choses
notamment une cinquantaine de challenges aujourd'hui, justement pour vous entraîner à cette discipline de l'OSINT. Donc ça regroupe, les différentes disciplines qu'on a pu vous évoquer précédemment, donc le GeoInt, l'IMINT, le GoogleInt, le FinInt et tout un tas de sous-disciplines. Des niveaux qui vont de débutants jusqu'à extrêmes. L'idée est de vous faire la main, de comprendre comment est-ce qu'on fait une méthodologie, de comprendre quels outils utiliser et de quelle façon. Et puis aussi une partie pédagogique avec de nombreux articles, que vous puissiez comprendre comment ça marche, à partir de quelles informations, à quoi elle peut nous servir, comment l'analyser, comment identifier les données qu'on pourrait rechercher, mettre en place une méthodologie simplement en sachant quoi chercher. Et puis nous avons un Discord. Aujourd'hui, nous sommes plus de 5000 dessus. Donc c'est aussi 5000 personnes qui sont prêtes à vous aider, que ce soit sur les challenges ou si vous avez des questions. Nous sommes tous très actifs là-dessus, donc accessible quasiment H24. Et puis pour terminer, juste pour vous rappeler et j'espère vous avoir démontré l'intérêt de l'OSINT et la puissance de cette discipline-là, mais également vous montrer la dangerosité que ça peut avoir si ça arrive dans les mains d'un acteur malveillant. C'est pourquoi la réglementation, l'éthique sont des éléments importants à avoir et qu'on essaye d'inculquer tous les jours, aux débutants comme aux initiés, comme aux confirmés. Et surtout que son utilisation est multidisciplinaire et transverse. Ça ne demande pas de prérequis pour pratiquer cette discipline-là. Tout le monde peut en faire, tout le monde peut apprendre et ça se voit aussi sur notre communauté. Nous avons des personnes qui sont totalement hors de l'informatique et qui se débrouillent très, très bien. Des correcteurs orthographiques qui se débrouillent super bien en OSINT sur des challenges extrêmes et qui sont capables de retrouver n'importe quelle information à partir d'une image. Et puis, je vous ai mis 3 QR codes. Donc, le premier pour la plateforme OSINT, si vous voulez venir vous amuser, apprendre cette discipline-là. Discord, si vous voulez venir communiquer, si vous voulez venir en apprendre un peu plus, discuter de sujets professionnels, si vous avez des questions rien que sur l'OSINT, savoir ce qu'on peut faire à partir d'une information, vous êtes les bienvenus. Et puis LinkedIn, donc nous avons une page LinkedIn. Pareil, si vous voulez suivre un petit peu les nouveautés, savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'actualité dans le monde aujourd'hui grâce à l'OSINT, s'il y a des conférences intéressantes autour de cette discipline-là, s'il y a aussi ce qu'on appelle des CTF orientés OSINT, donc c'est des CTF pour Capture the Flag, donc c'est un entraînement grandeur nature justement avec des cas fictifs, comme ce que l'on fait sur la plateforme, mais où il peut y avoir des milliers de joueurs. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était l'OSINT et que vous viendrez nous poser plein de questions par la suite. En tout cas, moi, je reste disponible. Si vous avez des questions tout de suite, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup, Alexis. Avez-vous des questions dans le public? Ouais, j'ai une petite question, effectivement, de la présentation que tu en fais et on voit beaucoup d'usages potentiellement malveillants ou mal intentionnés. Est-ce que tu aurais d'autres exemples qui se voudraient, eux, un petit peu plus vertueux, au-delà de la prévention contre tels usages malveillants? Alors effectivement, ça a un côté malveillant parce qu'il y a aussi cette idée de devoir faire peur pour vous montrer que l'hygiène numérique est très importante. Réfléchir à tout ce que vous postez. Aujourd'hui, si tout le monde avait une très bonne hygiène, on n'aurait pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai expliqué aussi, il y a aussi un côté, si vous recherchez de l'information, ce soit pour des travaux, pour vos enfants, pour recherche de travail, ça peut être tout un tas de choses qui peut être bénéfique pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans l'acte militaire ou malveillant, pour faire ce genre de recherche. On a des questions.
On avait Étienne qui demandait comment récupérer ton fond d'écran tout à l'heure pendant la coupure. Pardon? J'ai pas compris. On a Étienne qui demandait comment récupérer ton fond d'écran pendant Ah. la pause de tout à l'heure. Bah, il est disponible sur Asus ROG. Voilà. Ouais, il y en a 3. Ensuite, il y a Ben qui dit « Il me semble avoir tant d'applications utiles, pourquoi il n'y a pas un métier en tant que tel, même pas des bounties ?» Alors, le métier en tant que tel, j'espère qu'il va arriver, parce que moi, j'aimerais bien en faire tout le temps. Après, c'est une discipline pas forcément très connue. Je pense aujourd'hui, l'ensemble d'entre vous, on a déjà fait de l'OSINT sans même le savoir. Il est utilisé dans tellement de domaines que c'est aussi compliqué d'en faire un métier. Ah, ça a bugué. En tout cas, moi, j'espère que ça va devenir un métier. Il y a énormément de choses à faire, comme vous avez pu le voir. Ça va demander des compétences aussi dans tous les domaines. On va pouvoir se spécialiser justement dans une sous-catégorie peut-être, celles qui préfèrent faire de la recherche sur une image, faire de la recherche sur les personnes clés, d'autres qui vont préférer faire de l'analyse financière ou je ne sais quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut devenir un métier et je pense que ça va le devenir. Et bah, du coup, à propos des métiers, on a une 3e question dans le chat YouTube d'Alexandre Donin. Et est-ce que ces outils sont-ils aussi utilisés par les pompiers, la sécurité civile en cas d'inondation, tremblement de terre, feu de forêt? Bah, j'en sais rien. Je pense qu'ils ont des équipes aussi qui font un petit peu de l'OSINT. Après, est-ce qu'ils ont des équipes qui sont dédiées à ça? Je ne saurais pas répondre, parce que j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, s'ils en ont pas, ça serait bien d'en avoir. Et bah, du coup, moi, j'avais une dernière question qui était de savoir, on se faisait la réflexion avec Christian quand on regardait un peu tes slides, tes présentations et autres. On se disait au final, entre l'OSINT et le stalking, la nuance, elle est très, très fine, en fait. On va dire que c'est presque la moralité que la personne y met derrière, quoi. C'est ça, c'est l'intention qui compte, c'est l'éthique de chacun. C'est pour ça que nous, on essaye d'inculquer cette éthique. On a souvent des questions sur le Discord ou sur différents réseaux sociaux de personnes qui recherchent des informations sur leur ex. J'ai donné cet exemple tout à l'heure. L'idée, c'est que nous, on arrive derrière en rappelant cette éthique-là que tout le monde devrait avoir et aussi la réglementation derrière. J'avais une question aussi. Tu avais parlé de SIGINT et de MASSINT. C'est sur les signatures radar et les radars en eux-mêmes, si j'ai bien compris. C'est sur tous les signaux électromagnétiques. Toutes les télécommunications, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des sources d'informations publiques et accessibles par n'importe qui sur Internet? Bah, typiquement, si vous faites des recherches sur le SIGINT, il y a des pages Wikipédia qui, à partir d'un élément, vont vous lister tous les signaux qui sont audibles, ce qui va vous permettre de faire des comparaisons entre ce que vous avez écouté et cette liste de références et pouvoir assimiler, savoir que tel signal que vous avez entendu proviendrait de tel engin, tel radar, etc. D'accord. Intéressant. Au niveau du timing, par contre, je crois qu'on a un petit décalage au niveau du planning. Ouais, c'est-à-dire qu'on a plus de temps. Donc, Christian, on va reprendre à partir de quand? C'est toi qui gères. Hein. C'est toi qui gères. En tout cas, merci Alexis déjà. Tu restes un peu par ici. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est un intervenant externe. Il reste un peu dans les parages. N'hésitez pas à lui poser des questions. On aura une pause certainement qui sera un peu plus longue que prévu. Une pause d'un quart d'heure. Donc, n'hésitez pas à revenir auprès d'Alexis et à échanger.